troisième partie, comment reconnaître ce qui est juste au sens moral. Alors, je vais vous demander, en plus, en complément de ce qu'on va voir maintenant dans la troisième partie, d'aller revoir ce qu'on a déjà fait dans le chapitre 1 sur la conscience. La toute dernière partie du chapitre 1, le grand 4, est consacrée à la conscience morale. Donc en fait, on avait déjà fait un petit peu de philosophie morale à ce moment-là. Il va falloir que vous revoyiez ça en parallèle avec ce qu'on voit maintenant dans ce grand 3. Grand A, la morale se fonde sur des principes. Commençons par quelques définitions pour savoir précisément de quoi on parle. La morale. La morale, c'est l'ensemble des règles, des normes de comportement relatives au bien et au mal, au juste et à l'injuste, en usage dans un groupe humain. Le principe. Alors, le principe, en fait, vous connaissez déjà cette définition parce qu'elle est dans vos repères. C'est le repère principe-conséquence. Donc, je la rappelle, le principe, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'existence, de la connaissance ou de l'action. Dire que la morale se fonde sur des principes, c'est dire qu'elle se fonde sur des éléments fondamentaux et universels, c'est-à-dire des éléments reconnus par tous comme étant vrais. On peut faire un parallèle avec les axiomes dans la connaissance. Je vous rappelle qu'un axiome, c'est un principe de base qu'on ne peut pas prouver. Par exemple, l'axiome de la géométrie d'Euclide, enfin un des axiomes, c'est que deux droites parallèles ne se coupent jamais. Alors, quels peuvent être ces éléments, ces grands principes à la base de la morale? Alors, premier grand principe possible, au total, on va en voir trois, donc petit 1. Le premier principe que l'on pourrait suivre, ce serait des règles formelles. La morale, dans ce cas, elle prendrait la forme du droit et ces principes seraient énoncés sous la forme de lois. C'est sous cette forme que les religions présentent en général leurs principes moraux. Vous pouvez penser à quelque chose que vous connaissez tous, les 10 commandements de la Bible. Les 10 commandements de la Bible, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des règles qui vont poser les bases de la morale et qui sont formulées de façon très explicite. Donc, en voici quelques-unes. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne jalouseras pas ton prochain. Et on peut penser comme ça qu'on pourrait faire la liste des choses à faire et à ne pas faire et que ça serait ces principes, ces éléments, ces lois qui fonderaient la morale. Et c'est d'ailleurs aussi sous cette forme qu'on enseignait la morale à l'école primaire il y a déjà pas mal de temps. On expliquait aux enfants tu ne dois pas faire ceci, tu dois faire cela, tu dois être gentil avec tes camarades, etc. Le problème, c'est que si on fait une liste de règles morales comme ça, comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir indiqué toutes les règles, de n'en avoir oublié aucune? Et en plus, ces règles sont-elles valables dans toutes circonstances? Évidemment que non, on va le voir ensuite, et c'est pour ça que baser la morale sur des règles formelles, ça trouve très vite ses limites. Deuxième hypothèse que l'on va suivre, la morale se fonderait sur nos sentiments. Alors, on va repartir d'Aristote. Les hommes, on avait dit, ressentent ce qui est bon et ce qui est mauvais car ils ont un sentiment universel de justice. Donc, les hommes savent, ressentent au fond d'eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais. Simplement, Aristote ajoute que spontanément, les hommes ne vont pas traduire ce sentiment en action. Ils ne vont pas spontanément, dans leurs agissements, suivre ce que leur dit leur instinct moral. Pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils en développent l'habitude. Il faut qu'ils se forcent, il faut qu'ils s'habituent à suivre leur sentiment moral. Et c'est en s'habituant à force en fait de suivre ce sentiment qu'ils vont acquérir un trait de caractère et un trait de caractère qui va être celui de la personne morale. Alors, des traits de caractère de la personne morale, il y en a plusieurs, je vous en ai cité quelques-uns. Il y a le courage, la tempérance, la prudence, la générosité, et il y en a encore beaucoup d'autres. Et tous ces traits de caractère, c'est ce qu'Aristote va appeler des vertus. Donc, une vertu, c'est un trait de caractère, une caractéristique de la personne morale, une qualité, si vous préférez. Donc, pour Aristote, on ne naît pas spontanément courageux, on n'est pas courageux dès la naissance, simplement on sait que c'est bien
d'être courageux et c'est en s'efforçant à être courageux dans différentes situations que finalement on finira par s'y habituer, qu'on finira par acquérir ce réflexe de courage entre guillemets et que donc du coup on va finir par avoir cette caractéristique. Et une fois qu'on a développé toutes les vertus, une fois qu'on a développé tous ces caractères moraux, Aristote dit que on arrive à agir toujours de façon juste et on atteint ce qu'il appelle le souverain bien. Qu'est-ce que c'est le souverain bien chez Aristote? Eh bien, en fait, c'est une notion qui mélange la morale et le bonheur. Le souverain bien, c'est quand on est arrivé à agir de façon morale, quelles que soient les circonstances, à suivre notre instinct moral, notre sentiment de justice parce qu'on en a pris l'habitude, quoi qu'il arrive. Et c'est aussi cette attitude qui va nous permettre d'atteindre le bonheur, selon Aristote. En effet, on ne peut pas être heureux en faisant le mal. Si jamais la référence à Aristote vous dérange, sachez que vous pouvez aussi passer par Rousseau, par tout ce qu'on a dit sur Rousseau, pour prouver que c'est le sentiment qui est à l'origine de la morale. Pour ça, vous expliquez que naturellement les hommes ont pitié les uns des autres parce qu'ils reconnaissent en l'autre la faiblesse de l'humanité et donc naturellement les hommes sont poussés à s'entraider. Je vous renvoie au passage sur Rousseau dans les différents cours pour plus de détails, mais sachez qu'il est possible de passer par ce biais-là aussi pour prouver exactement la même thèse. Voyons maintenant la critique. Quels sont les problèmes? Alors déjà, il y a un problème qu'on ne va pas renoter puisqu'on en a déjà beaucoup parlé, qui est le fait que ce sentiment de justice, Aristote nous dit qu'il est universel, Rousseau nous dit également qu'il est universel. Le problème, c'est qu'on l'a vu, c'est pas du tout prouvé. Le sentiment de justice, il a plutôt l'air de dépendre de la société et de la culture dans laquelle on vit. Mais le problème que je voudrais vous faire noter ici, c'est que si la morale consiste à suivre des règles ou des sentiments, alors agir moralement, ça s'oppose à notre liberté. Pourquoi? Parce que si on se soumet à des lois morales, on restreint nos possibilités d'action. Et si on agit en suivant nos passions, même si elles sont bonnes, eh bien en fait on ne suit pas notre volonté, on ne fait pas véritablement de choix, on ne suit pas notre libre arbitre. On agit de façon un peu aveugle, par réflexe ou bien en suivant des préceptes moraux dont on n'est même pas sûr de vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Donc du coup, on n'exerce pas vraiment notre liberté dans nos agissements moraux. Et ça pose problème. Si j'exagérais un peu, je pourrais dire que en suivant la théorie d'Aristote, celle de Rousseau, ou en suivant des règles morales, ok, on arrive à faire le bien d'un point de vue de l'action, mais ça n'a pas été vraiment volontaire. On n'a fait que suivre bêtement des règles ou des instincts. Donc maintenant, on va voir une troisième hypothèse qui va nous permettre de voir comment on peut faire librement et volontairement le bien. Cette troisième hypothèse, elle consiste à fonder le principe de la morale sur la raison. Et celui qui fait cela le mieux, c'est Kant, donc philosophe allemand du XVIIIe. Kant, il veut fonder la morale sur la volonté autonome de l'individu, c'est-à-dire sa capacité à prendre lui-même les décisions sans influence extérieure. Donc, autrement dit, il veut fonder la morale sur la liberté de l'individu. Il dit que ça sert à rien de dire que un tel a bien agi ou un tel a mal agi s'il ne l'a pas fait en toute conscience et volontairement. Donc si un homme agit moralement, pour Kant, c'est parce qu'il a choisi librement de le faire et non pas parce qu'il a été contraint, soit par une règle, soit par un sentiment. Par conséquent, le grand principe chez Kant, c'est que chacun se donne librement à soi-même sa propre règle morale. Le problème, c'est que si chacun se donne à soi-même sa règle morale, comment faire en sorte que la morale soit universelle afin que les hommes vivent tous ensemble dans la paix? Imaginez que je sois un petit peu psychopathe et que je me donne comme règle de morale de tuer tous les êtres humains que je rencontre. Ah bah c'est la règle morale que je me donne à moi, je suis libre de me la donner. Évidemment que ça pose un certain nombre de problèmes dans la société et que ça ne peut pas vraiment être une règle morale. Alors voyons comment Kant s'en sort face à ce problème.
La solution pour Kant, c'est que chacun fonde par la raison sa propre morale. Et puisque la raison, elle est universelle, alors si chacun fonde lui-même sa propre morale, mais en suivant la raison, eh bien du coup, la morale va être universelle elle aussi. La prouesse de Kant, c'est qu'il réussit à formuler tout ça en une seule phrase. En effet, la morale, elle se fonde sur cette phrase qu'il va appeler l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est un principe moral qui est raisonnable, donc ça veut dire fondé sur la raison, et qui surtout est a priori. Je rappelle que a priori, ça veut dire avant toute expérience. Donc c'est un principe qui va être applicable dans toutes les situations. Alors comment Kant formule-t-il l'impératif catégorique? Eh bien, il le formule selon la phrase suivante: agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. Alors, comme d'habitude chez Kant, les formulations sont assez techniques et assez complexes, mais l'idée est relativement simple. Donc, si je traduis cette phrase, ça veut dire qu'il faut que je me demande, quand j'accomplis une action, si ce serait une bonne chose que tout le monde agisse ainsi, quelles que soient les circonstances. Prenons un exemple. L'exemple que prend Kant, c'est qu'il faut toujours dire la vérité, parce que si je mens, par exemple, si je dis à mes parents non, non, je peux jouer à la console parce que demain je n'ai pas DS de philosophie, alors que vous avez tout à fait un DS de philosophie le lendemain, eh bien, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il n'est pas souhaitable que le principe que vous suivez, en l'occurrence là dans mon exemple le mensonge, le fait de mentir à vos parents, il soit universalisable. Il n'est pas souhaitable que dans la vie tout le monde mente à tout le monde. Par contre, à l'inverse, il est souhaitable qu'il faille dire la vérité. Donc, dans cette circonstance où votre maman débarque en pleine partie de Fortnite au lieu de réviser votre DS de philo, eh bien, le principe que vous devez appliquer selon Kant, c'est dire la vérité parce que dans la vie, il est préférable que tout le monde dise la vérité. Le problème, c'est que réfléchir comme ça par principe d'universalisation de ce que l'on suit, eh bien, ça ne prend pas en compte les circonstances particulières. Reprenons le même exemple du mensonge et imaginons que, au lieu d'être devant votre écran en train de jouer, on se reporte pendant la Deuxième Guerre mondiale et que on frappe chez vous, un nazi frappe chez vous et vous demande si vous n'auriez pas vu des juifs par hasard se balader. Et le fait est qu'il y a des juifs chez votre voisin cachés, vous le savez. Eh bien, si vous suivez la logique de Kant, vous ne pouvez pas mentir, parce que le mensonge n'est pas un principe qu'on souhaite universaliser. Donc, vous devez dire la vérité et vous devez donc dénoncer votre voisin et les gens qu'il cache. On voit donc le problème de cette morale de Kant, c'est que certes elle est universelle, certes on cherche à réfléchir à ce qui est le mieux pour l'humanité, mais parfois ce qui est le mieux n'est pas cette morale universelle, ce n'est pas l'impératif catégorique parce que les circonstances sont particulières. Ce qui nous amène au grand B, la morale se fonde sur la responsabilité. Il semble alors qu'un acte moral devrait plutôt être défini comme tel non pas a priori, mais a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'il a été accompli. On peut ainsi juger de sa moralité en fonction de ses conséquences. Alors, mettons-nous au clair sur la définition de la responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité pour une personne de rendre compte d'un acte et d'en assumer les conséquences, en particulier sur le plan moral. Si je mens, eh bien, je dois être capable par la suite d'assumer les conséquences de mon mensonge et d'être tenu responsable si, par exemple, mon mensonge a pu causer du tort à quelqu'un. Le courant philosophique ce qui s'est fondé sur les conséquences et qui s'est fondé sur la responsabilité, il s'appelle l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est un courant de philosophie qui est apparu vers le 19e, 20e siècle et qui s'est quand même surtout développé dans les pays anglo-saxons, même si ensuite il s'est bien sûr répandu et on trouve des utilitaristes un petit peu partout. Donc sa définition précise, l'utilitarisme est un courant philosophique qui défend que la valeur morale d'une action, elle est déterminée par sa contribution à l'utilité générale. On évalue donc l'action en fonction de ses conséquences. L'une des premières grandes figures de l'utilitarisme, c'est John Stuart Mill, philosophe britannique du XIXe siècle.
Je vous laisse lire le texte, comme d'habitude, vous le retrouvez dans vos documents, accessibles depuis le lien qui se trouve en barre d'infos. Alors, expliquons ce texte et voyons en même temps quels sont les grands principes de l'utilitarisme. Si on devait résumer l'utilitarisme en une phrase, ça serait: agis toujours de façon à ce qu'il en résulte la plus grande quantité de bonheur. Autrement dit, quand tu dois agir, quand tu dois faire un choix, quand tu dois prendre une décision, eh bien, fais en sorte de la prendre en réfléchissant à ce que les conséquences de ton action rendent heureux le plus possible. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire quantité de bonheur? La quantité de bonheur, elle se détermine selon deux facteurs. Premier facteur, l'augmentation du bonheur individuel, c'est-à-dire à ce que une personne donnée ait plus de plaisir et moins de souffrance. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y ait le plus de personnes possibles concernées. Donc ce sont les deux ressorts sur lesquels on peut jouer pour augmenter le bonheur. Ensuite, il faut distinguer la quantité et la qualité du bonheur. Parce que John Stuart Mill, il nous dit qu'un plaisir intellectuel, comme par hasard réaliser une très belle dissertation de philosophie, ça sera plus qualitatif que de manger 10 plaques de chocolat. Ça va nous apporter plus de bonheur total parce que une plus grande quantité de bonheur parce que c'est un plaisir intellectuel. Du coup, les normes morales et les préceptes, ils sont définis au regard des conséquences de l'action, donc en tenant compte des conséquences de nos actions. Et vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour connaître les conséquences de notre action puisque notre action n'a pas encore eu lieu? Eh bien, pour cela, on utilise deux choses, à la fois notre expérience passée, notre histoire individuelle et collective et ce dont on se souvient, et deuxième élément, notre imagination. On est capable de se projeter pour imaginer quelles vont être les conséquences. Si je reprends mon exemple, si je ne dis pas à mes parents que j'ai DS de philosophie demain, eh bien, je suis capable de me souvenir que la dernière fois que j'ai fait ça, que je n'ai pas révisé et que j'ai joué à la place, c'était pour le DS de maths et j'ai obtenu la note de 3. Et je peux aussi essayer d'imaginer la tête de mes parents quand ils vont voir que j'aurai obtenu une très mauvaise note en philosophie en ouvrant Pronote la prochaine fois. Donc je n'ai pas d'excuse, les conséquences de mon action sont tout à fait envisageables. Et enfin, dernier point qui est un petit peu secondaire, mais je trouvais qu'il méritait d'être souligné, c'est que Mill nous dit qu'il faut prendre en compte la plus grande quantité de bonheur chez tous les êtres vivants. Alors, il introduit quand même une hiérarchie, on prend d'abord en compte le bonheur des hommes, puis celui des animaux, puis celui des plantes. Mais c'est quand même assez rare au XIXe siècle de prendre en compte le bonheur de tous. Donc cette philosophie morale de Mill et l'utilitarisme en général, ça semble plutôt raisonnable et plutôt convaincant. Néanmoins, il pose quand même un problème et on peut formuler la critique suivante. Il serait alors moral, si on suit l'utilitarisme, de sacrifier une personne innocente si cela augmente le bonheur de la majorité. Par exemple, il est moral, selon l'utilitarisme, de condamner à mort une personne innocente si cela évite de déclencher une guerre. Alors certes, la quantité de bonheur de la personne condamnée va être réduite à néant, mais pour compenser, si on évite de déclencher une guerre, ça va augmenter le bonheur du plus grand nombre d'individus. Donc si vous voulez, la personne qui va être condamnée, elle ne pèse pas suffisamment
dans la balance et donc selon l'utilitarisme, il est moral de la sacrifier. C'est un dilemme que l'on pose souvent et du coup, la réponse de l'utilitarisme, elle peut être tout à fait contestable. Donc voilà pour les grands principes de cette morale. En conclusion de ce chapitre, on peut dire que oui, les lois peuvent être injustes, car il n'existe pas de sentiment universel de justice qui permette de leur servir de fondement. Ce que l'on trouve juste dépend d'un grand nombre de facteurs culturels. Ensuite, deuxième point, la justice est moins dans l'application d'une stricte égalité que dans le fait de combler les inégalités naturelles par l'équité. Et finalement, le critère du juste semble plutôt se trouver dans la raison. C'est ce que l'on juge être le mieux pour tous, indépendamment de nos intérêts individuels, afin de produire le plus grand bonheur.